Il y a une priorité que je tiens à énoncer, je fais ici très volontairement, en Ille-et-Vilaine. La Bretagne, chacun a pu s'en rendre compte ce matin, souffre d'une difficulté, d'un clivage qui se crée entre l'ouest et l'est. L'agglomération rennaise tient le coup, phénomène de métropolisation qui existe dans le monde entier, la serre, l'arrivée du TGV va encore être un plus, et le décalage risque de se creuser vers l'ouest. À côté de ça, il y a la loi NOTRe qui nous donne des responsabilités en matière économique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de services économiques dans les 4 départements bretons, qui seront tous rassemblés avec la région, les 4 services du département et le service de la région. Donc il faut nécessairement réorganiser les choses. Ben, je le dis ici, et je le dis, chacun m'en pardonne en Ille-et-Vilaine, réorganiser ces choses, ça veut dire avoir une organisation qui nous permette d'être calés avec le vrai sujet dominant, qui est celui de ce clivage qui se crée entre l'Est et l'Ouest. C'est pour ça que je souhaite que ce service puisse s'installer non pas nécessairement à Rennes, mais puisse s'installer à la pointe de Bretagne, parce qu'il faut que les cadres qui dirigeront cette politique soient immergés dans le lieu où le problème se pose le plus crûment et qu'ils puissent personnellement vivre cette difficulté de façon à être pleinement efficace pour lutter pour le développement de l'Ouest breton. La Bretagne, c'est une terre d'équilibre. La Bretagne doit rester une terre d'équilibre. La Bretagne, ce sont nos métropoles et c'est une chance pour nos métropoles. La Bretagne, c'est Rennes, c'est Brest. Ce sont aussi nos villes intermédiaires. Ce sont nos petites villes. C'est le monde rural. Et je prétends être pas trop mal placé pour ça, parce que j'habite Quintin, qui se trouve à égale distance de Rennes et de Brest, qui se trouve aux limites du pays gallo et du pays breton, qui se trouve pratiquement à la limite de partage des eaux entre la Manche et l'Atlantique. Donc je prétends, si ce n'est être centriste, mon cher Pierre, du moins être central. C'est le sujet majeur. Mais il ne s'agit pas de s'opposer de quelque manière à Rennes. Moi, mon rêve, je reprends une formule que m'a glissée Pierre, il faut que nous soyons, que Rennes assume pleinement son rôle de capitale et ne tombe pas dans le piège qui est un peu tendu par l'arrivée du TGV d'être la 3e grande couronne parisienne. On a besoin de Rennes, on a besoin de nos métropoles. Et évidemment, il n'y a qu'à Rennes que l'on peut imaginer, dans divers domaines de la recherche, des choses très pointues. Il n'y a pas de recherche ailleurs, mais le concentré d'université d'intelligence à Rennes est un plus dont il faut que nous sachions aussi profiter. Être à côté de ceux qui travaillent, être à côté de ceux qui ont des projets, être en particulier à côté des pionniers. J'appelle de mes voeux que la région accompagne les pionniers de demain. Un Jean Boubin fut un pionnier. Un Stéphane Cardaudet, que nous avons entendu ce matin, est un pionnier. Il démarre, il achète une petite boîte qui fait de la bière, il se lance dans le Braille Scola, il devient un élément, une référence. Sa réussite, c'est important pour le Roc Saint-André, 901 habitants, c'est important aussi pour toute la Bretagne. Il faut que nous soyons aux côtés des pionniers. Moi, ce que j'aspire, c'est que nous ayons des pionniers. Je vais même être à la limite provocateur. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est que nous reconstruisions un capitalisme breton, que nous ayons des entreprises familiales qui fassent des choses, qui s'inscrivent dans la durée, qui se développent. C'est quand même extraordinaire ce beau pays de France. On voit hégémonie le capitalisme français, par contre on se vautre devant les capitalistes chinois pour qu'ils investissent chez nous, on fait la cour aux capitalistes qataris pour qu'ils acceptent de mettre quelques sous dans nos régions. C'est quand même le monde à l'envers. Ayons chez nous des gens qui investissent, ayons chez nous des gens qui prennent des risques, ayons chez nous des gens qui se développent, et dont le développement sera un développement positif pour chacun. Je suis convaincu que nos compatriotes sont capables de comprendre ce propos. Pourquoi sont-ils capables aujourd'hui, plus qu'hier de cela? C'est parce que la crise, elle a remis l'église au milieu du village. La crise, elle nous oblige à hiérarchiser les choses. Il y avait des priorités d'avant-crise.
Maintenant, la priorité du moment, c'est quoi? Est-ce que mon gamin, il va avoir du boulot? Est-ce que ma femme, parce que j'ai besoin d'un second salaire pour élever les 2 ou 3 petits qu'on a à la maison, est-ce que ma femme, elle va avoir du boulot? Est-ce que moi, je vais le garder? Le mien. Tout ça, nos compatriotes, ils sont pigés. Et ils savent qu'ils sont peu ou prou concernés par eux-mêmes ou par leur famille. Et ça, il faut que nous sachions leur expliquer et le dire. Il faut que nous ayons chez nous des centres de décision. On va peut-être croiser cet automne de grands débats sur les centres de décision en Bretagne, et les centres de décision bancaires en particulier. Il faut que nous sachions dire que notre volonté, c'est d'avoir des centres de décision. Qu'on puisse ne pas dépendre que de Paris. J'ai 2 entreprises qui sont en train de tomber dans la circonscription. Pas des très grosses. Une de 30 salariés et une autre de 35. L'une, le centre de décision, est dans le Massif central. L'autre, le centre de décision, est aux États-Unis. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas négocier. C'est tellement mieux d'avoir des gens du coin qui ont leur vie sociale dans le coin, qui en sont issus et qui élèvent leurs enfants, et qui de fait seront bien plus sensibles, quelles que soient les difficultés, qui traverseront comme les autres, qui seront beaucoup plus sensibles à ce que nous devons faire. Être à côté de ceux qui travaillent, c'est aussi être à côté de ceux qui se préparent à travailler. Laurence Maillard-Meignery, ce matin, a évoqué la question de la formation des jeunes, et en particulier de la formation des jeunes apprentis. L'apprentissage s'est effondré en France, il s'est encore un peu plus effondré en Bretagne. Pourquoi s'est-il plus effondré en Bretagne? Pour 2 raisons. C'est parce que la région est passée à côté de la plaque, parce qu'on a plus que d'autres subi la crise du bâtiment, qui, chacun sait que le bâtiment est l'un des grands employeurs d'apprentis. Il faut relancer l'apprentissage en s'adressant aux maîtres d'apprentissage, bien évidemment, aussi en s'adressant aux jeunes. Je le dis devant Pierre Meignery. Parmi les réalisations qui furent les siennes, il y a quelque chose qui est remarquable. C'est Carlan, l'université des métiers. Les mots ont un sens. Les métiers, chacun comprend. L'université. On est dans un monde où ces 2 choses étaient jusqu'à présent séparées. Moi, je veux dire que les métiers, on doit les valoriser, on est là pour les valoriser. Au travers des termes, l'université des métiers, mais aussi au travers de ce que nous allons faire. Et dès que nous arrivons, on met en place, pour valoriser l'apprentissage, une aide systématique aux jeunes apprentis qui passent le permis. Parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. Il faut aller, il a parfaitement dit Laurence, de son domicile au CFA, du CFA à l'employeur, qu'on a eu du mal à trouver. Donc il n'est pas nécessairement tout près du CFA. Mais tout ça, ça exige qu'il ait permis, ça exige qu'on l'aide pour avoir le permis. On est à côté de ceux qui travaillent pour les apprentis, mais aussi pour les autres alternants qu'on oublie, qu'on avait jusqu'à présent oubliés, qui sont complètement oubliés par l'actuelle région, c'est les contrats de qualif, les contrats de qualification. Voilà des jeunes qui sont en alternance, mais eux, ils n'ont droit à rien. Donc ils partent pour des initiatives que leur organise les CFA à l'étranger, mais il faut que la famille paye. Alors pour l'apprenti, il y a un mois impliqué quelque chose. Nous allons soutenir aussi ces jeunes qui font l'effort d'aller vers des contrats de qualification. Et puis l'autre point, et les amis morbihanais ont déjà lancé ça, et on en a parlé encore avec François Goulard, pas plus tard que vendredi, je veux faire un Erasmus breton. Un Braille Erasmus, un Breton Erasmus, vous appelez ça comme vous voulez. Tout breton, tout jeune breton doit avoir la possibilité entre 18 et 25 ans d'aller à l'étranger, non pas pour se promener, mais pour travailler. Un petit job, une petite expérience, une activité aussi caritative, ça peut concourir à l'ouverture. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce jeune, il va revenir différent de son expérience. Il va se dire, mais nous en France, on est un peu dans la routine, il se passe autre chose ailleurs. Et puis, également, un acquis majeur qui va accompagner son retour et qui est essentiel pour les plus modestes, c'est qu'il va avoir confiance en lui. Il va avoir confiance en lui parce qu'il aura pris le métro à New York, parce qu'il aura été travailler dans une entreprise agricole au Canada, parce qu'il aura vu en Allemagne que les apprentis, ils deviennent les patrons dans leur boîte, etc. etc. C'est ça qu'il faut que nous ayons à l'esprit. Être à côté de ceux qui travaillent, être à côté de ceux qui cherchent un travail, qui se forment et qui font les efforts pour. Être à côté de ceux qui travaillent, c'est aussi des choses dans le domaine de la santé. Mais de la santé, on ne pourra pas faire énormément de choses.
mais une chose sur laquelle je ne céderai pas. C'est un sujet, tout le monde ne le connaît pas, mais il est essentiel pour ceux qui croient à ce sujet. Dans le monde de l'agroalimentaire, mais pas uniquement dans le monde alimentaire, on est confronté au sujet des TNS, des troubles du muscle et du squelette. Quand les articulations, quand le dos, quand les épaules, quand les omoplates, quand les poignets sont abîmés, cassés, parce qu'on travaille dans le froid, parce qu'on fait des gestes répétitifs, parce qu'on travaille dans l'humidité. Voilà quelque chose qui atteint particulièrement la Bretagne. On a un taux de TNS qui est le double de la France, et les zones les plus concernées par l'agroalimentaire ont un taux double de la Bretagne, donc quadruple du taux de la France. Il ne se passe pas une semaine sans que dans ma permanence je reçoive quelqu'un, une femme, un homme, confronté à ce sujet. On n'en meurt pas, mais on est cassé. Et les gens me disent avec quelques raisons, mais nous c'est notre sujet, je sais bien que c'est notre sujet, un par semaine dans ma permanence. Ils nous disent, nous c'est notre sujet, mais ça on n'en parle jamais, ça. Ça ils n'en parlent jamais, nos grands dirigeants socialistes. Ça au journal de 20h, on n'en parle jamais. Il ne faut pas s'étonner après, si ces gens-là, qui ont le sentiment qu'on ne parle pas de leurs problèmes, qui ont le sentiment qu'aux 20h, à la télévision, on ne parle que des banlieues. Il ne faut pas s'étonner si ces gens-là, après, sont attirés par un certain nombre de dérives politiques. Bien, nous allons dire très clairement, il faut que nous nous donnions les moyens techniques, les moyens d'expertise, pour atténuer, dans toute la mesure du possible, ces difficultés. C'est possible. Techniquement, je ne veux pas rentrer exagérément dans la technique, mais techniquement, il y a ce qu'on appelle le froid localisé dans l'agroalimentaire, qui permet de limiter le froid à la tâche elle-même, sans que l'ensemble du bâtiment dans lequel on travaille soit atteint, ce qui fait que la personne est épargnée dans son corps. Voilà quelque chose qui intéresse nos compatriotes, qui intéresse aussi un certain nombre de femmes qui travaillent dans le domaine hospitalier ou para-hospitalier, mais qui intéresse aussi surtout le monde de l'agroalimentaire.